Merci de rester à notre compagnie. Nous revenons cette semaine sur la contribution de la diaspora du Togo au développement du pays. Avec nous en studio, 3 de la diaspora togolaise. D'abord, Orphée Adam, bonjour. Bonjour, monsieur Poko. Monsieur Adam, vous êtes expert, consultant international en technologie de l'information et de la communication, et vous coordonnez le collectif des jeunes pour le développement CJD, une association de la diaspora qui fait des œuvres au Togo. C'est exact, c'est une association au Togo qui fait des œuvres au Togo avec donc la contribution de la diaspora. Avec nous également Ayena Olive Bonaventure. Merci d'être avec nous. Merci, monsieur. Oui, mais il parle très faiblement. Monsieur Ayena est consultant expert en éthique et en résolution de conflits. Oui. Donc, c'est sûr que le Togo aura besoin de vous. Hein. Oui, je suis tout à fait disposé à mettre ma main à la pâte si le besoin se fait sentir. D'ailleurs, le besoin se fait déjà sentir, je suppose. Et d'ailleurs, nous verrons quelles sont les responsabilités de la diaspora dans cette crise, cette tension politique au Togo. Et puis notre troisième invité, monsieur Kofi Gozo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes expert en développement économique et communautaire au Centre autonome d'études et de renforcement des capacités pour le développement au Togo, CADERT. Merci. Oui. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, ma première question à Orphée Adam, pourquoi pensez-vous que la contribution de la diaspora au développement des pays d'origine est un devoir? Merci pour la question. Et pourquoi je pense que c'est légitime de penser étant membre de la diaspora. Et c'est comme si vous me disiez pourquoi je pense qu'avoir la solidarité avec ma famille est un devoir. Et le pays qui nous a vu naître et qui nous a tout donné, donc en éducation, en formation, attend aussi de nous un certain retour, ne serait-ce que moral. Et puis maintenant, lorsqu'on prend conscience, on prend aussi conscience de toutes ces responsabilités pour aider le pays à se développer. Oui, je pense que c'est un devoir et je pense que je ne suis pas le seul aujourd'hui à le penser. Mais aider le pays plus grandement, est-ce que ce n'est pas plus simple de rester plutôt que de partir? Eh bien, oui, si on a le choix, en fait, il n'y a personne qui voudrait partir. Moi, le premier. Si on revient, c'est parce que dans un premier temps, on n'était pas... probablement, on est parti pour X, Y raison. On part souvent peut-être pour aller se former. C'est mon cas. Peut-être c'est aussi le cas de bon nombre de membres de la diaspora. Parfois, on part parce qu'on est contraint ou c'est pour aller rejoindre la famille. On appelle ça regroupement familial. Et souvent, on part pour des raisons d'exode économique, pour trouver mieux ailleurs à faire. Donc, il y a multiples raisons qui font qu'on part. Maintenant, une fois qu'on part, on part pour mieux revenir. Enfin, c'est ce qu'on revient mieux outillé. On revient mieux outillé, mieux formé. Voilà, on ramène alors ce qu'on a appris de mieux. Exemple, la connaissance qu'on a acquise, la connaissance technique, l'expertise qu'on a pu acquérir. Et puis, souvent, on part aussi pour mieux s'organiser. Donc, on vient avec des connaissances organisationnelles qu'on aimerait mettre à disposition, partager avec les siens. Et c'est pour ça que pour certains pays, les compétences de la diaspora constituent un vivier, en tout cas, dans lequel les pays puisent pour renforcer les ressources humaines au plan local. Oui, mais si on prend l'ensemble des pays, d'ailleurs les pays en développement, souvent c'est l'apport de la diaspora qui fait la différence. Si on prend l'Inde, on prend la Chine, c'est la diaspora qui a contribué à son essor de développement. Si on prend les pays même voisins, le Ghana ici, c'est la diaspora qui contribue à son essor, à son développement, et il n'y a aucune raison que la diaspora togolaise soit en reste, et ne contribue pas. Oui. Olive Bonaventure, en quoi la contribution de la diaspora au développement est importante selon vous? La diaspora contribue beaucoup, qu'on le veuille ou non, au développement du Togo. En 2014, par exemple, c'est 182 milliards de francs CFA que la diaspora a injecté dans l'économie togolaise, ce qui représente environ 8% du PIB. C'est beaucoup. Donc, il faut nécessairement encadrer ça. Et les chiffres que je donne, ce sont des chiffres, disons, des chiffres traçables. Les chiffres, si je me réfère aux
à Western Union, il y a encore entre 10 et 40% de ces chiffres qui ne sont pas comptabilisés. Ce qui fait que, bon, si vous me demandez à quelle hauteur la diaspora contribue, c'est ça. Maintenant, quels sont les mécanismes qu'on doit mettre en place pour justement structurer, encadrer cette contribution? Si on rentre un peu plus dans les détails, on voit que un tel aux États-Unis envoie des sous parce que sa maman est malade, envoie des sous pour se construire un lopin de terre, c'est éparpillé. Il n'y a pas des structures qui permettent ou encadrent, par exemple, la diaspora pour vraiment que le pays jouisse de ces fonds. Et c'est... Pour l'instant, c'est sauf qui peut chacun pour soi, chacun à son niveau, qui fait sa contribution. Vous souhaitez plutôt une coordination de ces flux financiers que la diaspora envoie vers les pays d'origine. Alors, Kofi Gozo, cette contribution, elle est suffisante selon vous? Je dirais oui et non. Et merci d'abord pour la question, parce que quand nous entamons ou bien nous abordons la question de la diaspora, il y a plusieurs paramètres que nous devons considérer. Mon confrère vient de donner des chiffres qui sont vraiment parlants, parce que c'est le rapport de la Banque mondiale en 2014 qui a révélé que les fonds, les flux de la diaspora vers le Togo s'élevaient à 438 milliards de dollars. En 2014. En 2014. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de chiffres récents aujourd'hui, il n'y a pas de nouveau rapport, sans quoi on devait partager ça. C'est pas peu. Mais le problème, c'est quoi? Comme il a si bien dit, c'est de l'argent qu'on envoie, par exemple, pour la survie de la famille qui est restée derrière. Et pour les besoins quotidiens. Pour les besoins quotidiens et parfois pour des investissements immobiliers. Acheter des terrains, acheter des maisons. Et ça ne participe pas vraiment au développement économique. Bon, on peut le dire. Si par exemple quelqu'un est malade, on envoie de l'argent et autres, là, ça participe. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire pour que cette contribution de la diaspora, là, soit réellement chose faite en participant, par exemple, au développement économique, qui va bénéficier, qui serait quand même quelque chose que tout le monde, ce ne serait plus une question de famille, mais une question de nation et de peuple. Je pense qu'il y a une réflexion au niveau des pouvoirs publics qui se mène pour plus d'implication, pour structurer justement donc, cette aide de la diaspora vers les pays d'origine. Et puis vous avez parfaitement raison, il y a dans certains pays, même ça a été le cas dans notre pays depuis 2010, jusqu'à très récemment, il y avait un programme financé par la banque, le PNUD, La Banque africaine de développement aussi finance beaucoup. Ils ont mis un fonds en place pour faire revenir la diaspora pour le transfert de compétences et autres là. Mais le problème que nous avons, c'est que aujourd'hui ce programme n'existe plus. Mais quand tu vois dans d'autres pays, quand le programme a été mis en place, et c'est devenu périn, on l'a institutionnalisé et puis ça est devenu une plateforme que la diaspora utilise non seulement pour satisfaire les besoins familiaux, mais aussi pour participer ou bien contribuer au développement harmonieux de leur pays à travers des projets. Par exemple, le projet dont on parle, le projet de ville satellite. Oui, on va en parler tout à l'heure. Oui, ville satellite. Vous imaginez si, par exemple, aujourd'hui, il y a une plateforme qui permet, moi j'ai beaucoup fait l'Amérique du Nord,
et que c'est difficile aujourd'hui d'avoir une maison, par exemple, chez soi, par exemple au Togo. Avec nos problèmes fonciers et autres là, vous n'êtes pas sans savoir. Sur les 12 000 à peu près contentieux au tribunal de Lomé, le problème foncier est un problème, ça représente 76%, plus de 8 800 qui sont des problèmes fonciers. Mais ça constitue un problème aussi pour la diaspora. Oui. Vous voyez? Donc si on arrivait par exemple à canaliser, à mettre des stratégies en place, à faire en sorte que cette diaspora participe réellement ou contribue réellement au processus de développement, je crois que ce serait un plus pour le pays. Alors, à vous comprendre, il y a donc des conditions à créer ou à renforcer pour bénéficier davantage de la contribution de la diaspora au développement du pays. Et donc, une des premières initiatives, par exemple, peut-être, c'est de créer un canal pour mieux organiser tous ceux qui ont la bonne volonté de participer à ce travail de construction nationale. Oui, je pense qu'effectivement, nous appelons ça de tous nos voeux, qui est un canal, enfin un cadre qui permette donc de consolider et de rendre plus efficace la contribution de la diaspora, comme il vient de le dire. En attendant ce canal ou ce cadre, la diaspora ne reste pas non plus sans rien faire. Donc c'est pourquoi on est très actif et on cherche des partenaires. Que ce soit actif, mais chacun de son côté. Ici. Oui, mais maintenant, au niveau, localement, qu'est-ce qu'on peut faire? Localement, quand on vient, on se rend compte de cela. Je prends mon cas personnel et le cas des collègues qui sont ici. On s'approche donc des structures comme le collectif des jeunes pour le développement, qui travaille déjà avec la diaspora africaine, qui a un réseau, qui travaille avec le réseau RITA, par exemple. RITA, c'est le réseau international transit, transport des affaires en Afrique. C'est un réseau panafricain qui travaille déjà avec la diaspora. On s'approche donc d'un réseau comme ça qui crée de facto un canal par lequel on peut déjà contribuer. On contribue en devenant partenaire, on contribue par exemple en insérant des projets ou en amenant tout simplement les compétences qui manquent. Nous avons de grands besoins. Par exemple, au niveau des projets de RITA, je prends des projets dans les télécoms. Nous avons besoin des expertises. Et on va aller les chercher où? C'est d'abord dans nos diasporas. Avant de faire venir des experts étrangers qui ne connaissent ni notre culture, ni nos réalités, on se doit d'aller d'abord demander à nos diasporas si on peut compter sur elles. Là, vous voyez, on peut déjà contribuer. En ce moment-là, les investissements que la diaspora fait, c'est un investissement productif immédiat parce qu'il investit dans des projets existants. C'est la même chose au niveau de l'agriculture. Vous avez dit, on va y revenir. Au niveau de l'agriculture, la diaspora appelle de tous ses voeux qu'on ait une agriculture intégrée. Et voilà, quand on vient dans un réseau comme celui de RITA en collaboration avec le CJD, on trouve là écho pour pouvoir donc contribuer. Là aussi, on a besoin des compétences, du savoir-faire, des connaissances en biotechnologie, des connaissances en agriculture. Je ne dis pas qu'on ne forme pas des gens, nous avons aussi des compétences locales, mais comment ces compétences locales peuvent mieux bénéficier donc des expertises de la diaspora? Il faut ce canal-là. Et précisément, c'est ce que... Oui, justement. Donc, il faut, comme vous l'avez dit, pour le moment, ces initiatives sont un peu éparses, mais comment faire en sorte qu'on puisse en arriver à la création d'une synergie beaucoup plus grande pour toucher un plus grand nombre de membres de la diaspora? C'est la question. Oui. Bon, moi je vais aborder deux points, à mon avis, qui rendent la chose beaucoup plus complexe. Le premier, c'est l'État, l'incapacité de l'État à mettre en place une structure vraiment qui englobe tout ce dont on parle ici. Le deuxième, mon deuxième point, c'est... Incapacité ou timidité, Appelez-le comme vous voulez. Mais quand je dis incapacité, je sais qu'il y a des structures qui sont en place, mais ces structures sont inefficaces. Et il faut aller maintenant au-delà de ce qui est là. Par exemple, je vais juste prendre un exemple. Ce que je demande, ce n'est pas
donner le beurre, l'argent du beurre, la femme du boulanger à la diaspora, non. On veut juste quelque chose qui serait un point de chute, avec tout ce que ça comporte pour pouvoir réellement apporter l'expertise qu'on a. Quand je vois par exemple, vous parliez tantôt de quelqu'un qui a réussi dans la diaspora, qui a été décoré et tout. Maintenant, pour moi personnellement, si on me décore parce que j'ai réussi à créer 10 000 emplois au Canada, ça ne veut rien dire. Si ce que je fais au Canada, ça ne profite pas au petit Togolais, à l'étudiant qui a fini sa maîtrise et qui trime, ça ne veut rien dire qu'on me décore. Et c'est ça. Ça peut dire beaucoup de choses, parce que ça permet à ceux qui sont au pays de vous voir comme modèle et de chercher à vous ressembler. Oui, être modèle, oui, c'est bon. Mais en quoi, moi, être modèle profite à la petite dame qui est à Nyamassila de trouver son compte? Donc, pour moi, il faut nécessairement, comme il le disait tantôt, il faut élaborer certaines choses qui permettent quand même que les fonds que nous envoyons, que la diaspora envoie, servent vraiment à consolider quelque chose et non pas à régler les problèmes quotidiens. Oui, créer quelque chose, je vais renvoyer la question à notre ami du CADERT, quelque chose, à quoi cela peut ressembler? Un ministère, une institution spécialement dédiée à la diaspora? Si je veux répondre directement à cette question, il y a dans certains pays où ils ont créé même des ministères dédiés à la diaspora. Oui. Mais n'oublions pas, il y a une chose. La question de la diaspora, c'est une question très complexe. Et il faut savoir l'historique d'abord, les types de diaspora. Et si on a tous ces éléments, ça peut permettre aussi aux décideurs de pouvoir diriger le débat et institutionnaliser quelque chose. Prenons par exemple le Togo. Il y a à peu près 1,5 million à 2 millions de Togolais qui vivent à l'extérieur. Mais très souvent, on pense que ceux qui vivent à l'extérieur, quand on parle de la diaspora, nous sommes directement guidés vers les États-Unis, l'Europe et autres. Mais la diaspora togolaise, 2 tiers vivent en Afrique. Il y a 2 tiers de cette diaspora-là qui vivent en Afrique. Et comment cette diaspora s'est constituée? D'abord, il faut partir des années 60. La première vague, c'est dans les années 60, où il y a une partie des étudiants qui sont partis pour étudier, devenir cadres après les indépendances. Ils sont partis, après les études, ils sont restés. La deuxième vague, c'est la vague de 80. Quand on a commencé par avoir les problèmes avec les passes, qui nous ont été imposés par les institutions de Bretton Woods, il y a une autre vague qui est encore partie. Et une troisième vague dans les années 90. Une troisième vague dans les années 90 avec le vent de l'Est qui a fait. Et c'est maintenant, quelques-uns de 60 sont revenus pour organiser la démocratisation, ce qui a fait pousser la plus grande masse maintenant, à cause des crises et autres là, qui sont partis. Et maintenant, jusqu'à aujourd'hui, il y a la diaspora normale où on cherche le bien-être. Donc, quand on connaît un peu ça, en tant que décideur, si je me mets à la place du décideur, il faut des stratégies. Comment faire pour que cette diaspora-là profite au pays? Et partant de là, vous verrez qu'il y a une diaspora économique, une diaspora d'abord des étudiants, des travailleurs professionnels et autres. Certains ne sont pas prêts à revenir.
Et aussi le problème... Beaucoup ont changé de nationalité. Ont changé de nationalité. Vous avez raison. Et c'est un problème très complexe qu'il faut... Les pays qui ont réussi à résoudre, on ne peut pas résoudre tout le problème, mais ils essayent de faire quelque chose. Parce que on vient de donner un chiffre. Et ça m'a tiqué un peu dans la tête. Pourquoi l'aide publique au développement que le Togo a su mobiliser en 2016, c'est pratiquement ce que la diaspora a envoyé en 2014. Donc, imaginez que nous pouvons, avec la diaspora qui est devenue, vous l'avez dit tout de suite, un vivier de compétences et tout, si on arrive à organiser, on peut toujours avoir de gains. Et par exemple, si nous prenons le Sénégal, le Rwanda, le Mali, c'est une diaspora organisée. Mais nous, posons-nous la question, est-ce que nous sommes une diaspora organisée? La question visiblement est non. Mais en fait, de toutes les façons, vous ne voulez pas attendre cette organisation avant d'apporter votre contribution. Mais surtout pas, pas que je sois plus pressé que n'importe quel autre membre de la diaspora, mais nous sommes nombreux à un moment donné à dire, mais tiens, on prend nos responsabilités, on va essayer. Et en cela, moi je salue l'initiative qu'on est en train de partager avec vous sur les CJD. Vous savez, au CJD aussi, on a dit qu'on ne va pas attendre qu'on mette un ministère de la diaspora ou qu'on mette une maison de la diaspora. Nous avons décidé d'initier même un projet maison du savoir et des opportunités de la diaspora. Et c'est un projet phare qui fait partie donc actuellement de l'organisation CJD dont on discute. Et ça, je pense que c'est aussi aider le décideur, comme disait M. Gozo, le décideur à voir un peu plus clair quelles sont les bribes qu'il faut alors mettre ensemble, quels sont les éléments du puzzle qu'il faut mettre ensemble pour créer peut-être ce cadre-là qui permettrait donc à l'aide de la diaspora d'être plus efficace dans notre pays. En fait, si je peux me permettre, oui, en fait, ce dont on parle ici, c'est plus pour le décideur que pour nous-mêmes. En ce sens que, de toute façon, la diaspora envoie l'argent déjà. Oui. Et ça ne profite pas réellement à l'économie. Donc, si le souhait de la diaspora, c'est que réellement, ça profite à l'économie. Mais ce dont on parle, si cela doit se faire, c'est le décideur qui prend ses responsabilités. Que la structure soit là ou pas, je pense que là déjà ce qui est fait est fait. Peut-être ça va augmenter le montant envoyé, peut-être pas, mais le problème, la balle réside plus dans le camp du décideur. Moi, je ne souhaite pas, je ne parle pas nécessairement d'un ministère, au moins qu'on sache que, ok, l'économie, qu'on ait des chiffres, parce que comme on le dit, si tu peux le calculer, tu peux le réparer. Qu'on ait des chiffres, sachant que, tel domaine de l'économie va mieux, ok, si je veux entreprendre quelque chose de l'extérieur, il faut que je vise ce secteur, il faut que je fasse ça. C'est tout. Mais moi, je dirais plutôt, cela devait être une responsabilité partagée. Partagée, pourquoi? Parce que, il faut le dire, et il y a des expériences. Parfois, on croit que tout doit être prêt et on revient et on rentre dans une moule. Et ce temps-là est révolu. Pourquoi? Parce que, et vous savez quoi? Je vais donner mon exemple personnel. C'est pas facile de quitter les opportunités, par exemple aux États-Unis, en France et autres là, et dire que sans rien, je reviens au pays, recommencer à zéro. Si tu n'as pas ce patriotisme, l'amour de ton pays, pour dire que tu veux apporter ta pierre à l'édifice, c'est pas facile. Les gens reviennent, ils font des essais, c'est comme si ça doit être prêt. Mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui,
Si vous voyez les chiffres du chômage, au moins aujourd'hui, ça a diminué. Mais le sous-emploi dans le pays même, C'est ça. rester par exemple à l'étranger, croyant que, bon, parce que nous avons les compétences, et que si je postule, je dois être en tête, non. Ça ne peut plus marcher comme ça. On peut toutefois, c'est pourquoi je dis que c'est une responsabilité partagée et nous devons faire l'expérience et on peut créer des choses sur place et faire évoluer, profiter par exemple, ou bien participer, contribuer de façon effective au processus du développement du pays. Concrètement, vous avez évoqué un projet, le projet Ville Satellite Autonome, que la diaspora accompagne. Je voudrais qu'on écoute quelques mots là-dessus. On a rencontré Christian Kesoubo, qui est consultant au collectif des jeunes pour le développement CJD. Il nous parle de ce projet. On l'écoute et on revient pour la suite de notre émission. Merci de rester avec nous. Nous recevons maintenant M. Kesoubo Christian. Christian Kesoubo, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes consultant du collectif des jeunes pour le développement CJD. On va parler d'un de vos projets, projet Ville Satellite Autonome. Mais d'abord, dites-nous globalement, parce que c'est un projet de la diaspora togolaise, que pensez-vous du niveau d'implication de cette diaspora dans le développement du pays? Merci. La diaspora togolaise se trouve essentiellement en Afrique, aux États-Unis, en Europe, en Asie, et on peut retrouver partout dans le monde. Et cette diaspora contribue énormément en envoyant de l'argent au pays, à leurs familles qui sont là au pays, et ils envoient aussi de l'argent dans les projets au Togo. Et cette contribution représente une manne très importante dans le budget et dans le développement de notre pays. Et cette contribution n'est pas de l'argent frais de trop, parce que on sait que c'est par Western Union que cette diaspora contribue énormément, mais directement sur le terrain, est-ce que le niveau d'implication n'est pas faible plutôt? Il y a déjà des idées qui sont en cours pour canaliser cette contribution pour que ça soit plus efficace pour notre pays. Et d'ailleurs, vous êtes sur certains de ces projets financés donc par la diaspora. Un de ces projets, c'est le projet Ville Satellite Autonome. En quoi consiste ce projet? Le projet Ville Satellite Autonome au Togo est un marché solvable de plus de 65 millions d'euros par an. C'est un marché naturellement plus compétitif que les autres marchés. C'est un projet autonome et humaniste, un projet sans risque financier pour notre pays. C'est un projet qui prend en compte le secteur agricole, que nous appelons aujourd'hui agropole. Ça prend en compte le secteur industriel pour permettre la transformation de notre agriculture. Et ça tient en compte également l'habitat, qui est le pilier de ce projet. Et que ce projet permet de créer 6640 emplois par ville. Vous imaginez, si nous arrivons à faire 3 villes dans notre pays, nous allons créer beaucoup d'emplois. Et ça permet de ralentir l'immigration, les zones rurales, et ça va contribuer à faire participer la diaspora dans notre pays. Et quel est le rôle que la diaspora a précisément joué dans l'élaboration et la mise en œuvre de ce projet? La diaspora a contribué énormément dans la conception de ce projet. Parce que vous ne pouvez pas demander à la diaspora de rentrer au pays pour contribuer au développement dans des conditions qui ne sont pas favorables. Donc voilà, et le domaine de la qui est le pilier principal permet à la diaspora de venir s'installer et d'apporter leur savoir-faire dans ce projet agropole qui est
le domaine porteur aujourd'hui. Un projet viable et non un de ces éléphants blancs qu'on voit souvent. Aujourd'hui, dans la manière dont Acropole est conçu, et que si ça s'exécute de cette manière, ça devient un éléphant blanc dans 5 ans. Pourquoi? Parce que les jeunes ont quitté les fermes, les jeunes ont quitté le village, ils sont dans les villes, les jeunes ont quitté même le pays pour aller à l'étranger, pour apprendre, et ils ont un savoir-faire. Maintenant, si on n'accompagne pas le secteur agricole de ces conditions, ça devient un éléphant blanc dans 5 ans. Et vous croyez en la réussite de ce projet? Oui, bien sûr, parce que je viens de vous dire que c'est un marché solvable de plus de 65 millions d'euros par an. C'est un marché autonome et humaniste. C'est un marché sans risque financier pour le Togo, puisqu'il y a les bailleurs qui sont déjà là, prêts à accompagner ce projet pour notre pays. Merci. Docteur Christian Kessogo. Je vous remercie. Et donc, vous avez suivi cet exemple concret d'accompagnement de la diaspora au développement. Peut-être, Fernand, vous voulez dire un mot là-dessus? Oui, comme je le disais tantôt, c'est quelque chose qui apporte un peu de baume au cœur. Et j'aimerais juste revenir sur ce que M. Kozo a dit tantôt. Il est bien vrai que la diaspora contribue au développement du pays et que ça devrait être davantage. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est que ce n'est pas... on ne veut pas une cuillère en or dans la bouche. Et il a parlé tantôt du sous-emploi dans le pays. Et en quoi la diaspora, quelqu'un qui revient de la diaspora peut trouver et doit trouver quelque chose plus rapidement que celui qui est dans le sous-emploi au pays. Effectivement, c'est vrai, un des problèmes dont nous parlons aujourd'hui, c'est le chômage dans le pays et les compétences à l'extérieur. Mais comme je le disais, c'est ça même la nécessité d'une structure. Quand c'est pas structuré, on pêche à l'aveuglette. C'est pour ça qu'il faut une structure pour élaborer certains plans. S'il y a 10 000 médecins, il y a certains postes, par exemple, au pays, et on a plusieurs médecins à l'étranger. Mais on constate qu'au Togo, je pense, c'est un médecin pour 1000 habitants ou quelque chose comme ça. Donc, s'il y a de ces compétences, on peut faire une discrimination positive en privilégiant les compétences dans certains domaines de la diaspora par rapport... Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ce que je voulais ajouter. Oui, ça, c'est une très bonne idée, analyse. Mais quand nous parlons de la diaspora, de la contribution de la diaspora, il a pris le cas de la santé. Vous savez que on n'a pas besoin d'être sur le terrain pour contribuer au développement du pays. Par exemple, les médecins togolais qui sont dans les autres pays. Ils sont très nombreux en France, dit-on. Très nombreux en France. Par de conseils et pas aujourd'hui avec la technologie, ils peuvent aider ceux qui sont au pays à résoudre certains problèmes de santé. La télémédecine. Tout cela. Et donc, ce n'est pas nécessairement qu'on doit revenir au pays pour pouvoir contribuer au processus du développement du pays. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup qui veulent revenir s'installer au pays, dont il faut créer des structures pour les accompagner. Bon, mais sur ce plan, il y a M. Kozo a parfaitement raison. Au fait, j'ai émis l'idée en disant qu'au CJD, nous avons ce projet de maison du savoir et des opportunités. De quoi il est question? Précisément, il est question de pouvoir avoir, ne serait-ce que un endroit où on est sûr qu'on peut avoir un centre de connaissances. Parce que dire qu'un médecin en France ou en Allemagne va participer à une opération chirurgicale ici, dans la théorie, c'est vrai. Mais dans la pratique, est-ce que nous avons la technologie nécessaire qui nous permet de le faire? Voilà ce qu'un centre comme Maison du Savoir
peut apporter. Il peut apporter en y créant là des structures nécessaires pour permettre, par exemple, à un universitaire ou à un médecin de pouvoir faire de la télémédecine ou de pouvoir faire de la téléconférence ou même une université virtuelle, ce qu'on appelle les MOOC, les Massive Online Open Courses, donc les cours massifs en ligne pour nos étudiants qui n'ont pas pu finir leurs études pour x, y raison, soit ils n'ont pas de moyens ou soit carrément les universités ne sont plus accessibles. Mais voilà concrètement ce que la diaspora peut apporter en attendant donc un cadre. Ça a un sens. Oui, mais pour apporter cette contribution, il faut que le pays soit totalement calme. On peut dire que ce n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'il y a une crise depuis quelques mois, une tension politique. Je voudrais quand même avoir votre avis sur le sujet. Cette crise vue de l'extérieur, comment vous appréciez les moments que le pays traverse depuis, disons, le 19 août? Monsieur Gozo. Pourquoi moi? Bon, vous me laissez. Bon, vous savez, pour une analyse de la situation, c'est pas quelque chose qui est souhaité ou souhaitable pour un pays. Parce que, franchement, en termes économiques, ça affecte beaucoup d'indicateurs. Et pas seulement en termes économiques. Nous avons fait beaucoup de progrès sur certains indicateurs depuis très longtemps. Si je prends les droits de l'homme et autres là, il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Mais tout ce qui s'est passé ces derniers temps ont affecté de façon considérable ces indicateurs-là. Sur tous les plans. Par exemple, on est mal vu à l'extérieur. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Non. Nous voulons un pays paisible où les activités économiques sont florissantes et pour que nous puissions jouir des fruits de ça. La situation peut dissuader certains investisseurs également. C'est justement ça. Par exemple, quand vous voyez ce qui se passe dans la rue, il y a des jours où vous voyez que Lomé, vraiment, ce que je n'ai jamais vu depuis que moi je suis revenu, et depuis 2013, mais ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est pas l'affaire des autres, c'est notre affaire. Et je souhaiterais, comme je l'ai dit, c'est pas souhaité pour un pays. Et on ne voit pas les implications ou les ramifications économiques, sociales et tant d'autres. Ce qui suit. Donc, Monsieur Léna, vu de l'extérieur, on a l'impression parfois que la crise est beaucoup plus ressentie qu'à l'interne. Parce que certains de l'extérieur, quand ils vous parlent, c'est comme si la crise est plus gravement perçue de l'autre côté. Bon, ça, je dirais, c'est un problème de perception. Ça dépend ce sont des individus. Le Togo, si on prend le Togo à l'interne et la diaspora, ce sont les Togolais qui constituent la diaspora. Donc, il y a toutes les sensibilités. Il y en a qui perçoivent. C'est un problème de sensibilité en fin de compte. Donc, je ne pense pas que la diaspora ressent ça plus que le Togolais qui vit sur le territoire national. Et vous, par rapport à vos expériences des autres pays, est-ce que vous êtes plutôt très préoccupé par la situation? Quel Togolais ne serait pas préoccupé par cette situation? Ça, c'est d'art. Quand on est Togolais, ce qui est sûr, c'est notre pays, c'est le seul qu'on a. Et veut pas, on est touché de la manière dont les choses se font actuellement. Certains ne peuvent pas être préoccupés. Par exemple, peut-être ceux qui ont plusieurs nationalités, comme vous pouvez... Oui, mais... filer. Je ne pense pas que la nationalité empêche. C'est ça. On a peut-être une famille. Voilà. Mais ceux qui n'ont que le Togo comme patrie... Non, si vous avez même d'autres nationalités,
Est-ce que si vous voulez filer, vous allez filer avec toute votre famille? C'est ça. Il y a des liens qu'on ne peut pas briser. C'est ça. Ouais, Monsieur Adam. non, effectivement, on rit. La situation est préoccupante sur le plan économique. D'abord sur le plan politique, vous le voyez, mais sur le plan socio-économique. Oui, parce que vous avez fait une sortie même dans la semaine où vous avez déploré l'impact désastreux de cette crise sur le climat économique. Ah, tiens, merci. Je suis heureux que vous ayez suivi ça. Merci. Et au moins, il y en a un qui suit. Donc, au niveau du collectif des jeunes pour le développement, nous avons fait plusieurs sorties pour expliquer. D'ailleurs, ça a retardé notre programme, donc Agir pour bâtir la cité, comme vous l'avez déployé au niveau national, pour dire à tous les acteurs que sans la paix, nous ne pouvons pas s'attendre à un développement. Et tous nos partenaires économiques, croyez-le ou non, ils ont, ou bien, au mieux, retardé leur investissement, leur projet d'investissement. Au pire, ils l'ont annulé. Et il y en a qui ont annulé leur voyage. Alors c'est vraiment préoccupant sur le plan économique. Et donc, nous devons tout faire pour préserver cette paix. Notre sortie, c'était dans ce sens-là. Et on crie à tue-tête que les Togolais doivent préserver ce qu'il y a de plus précieux et regarder plutôt ce qui nous rassemble plus que ce qui nous divise. Qu'est-ce qui nous rassemble? Il y a cette paix que tout le monde nous envie dans la sous-région, voire au-delà. Donc on doit préserver ça, et en préservant la paix, alors nous avons toutes les chances d'attirer les investisseurs vers nous. Au CJD, nous avons aussi les partenaires qui ont dit, mais écoutez, il va falloir quand même porter plainte par rapport aux dégâts qu'ils ont. Ils ont subi des dommages. Plainte contre qui? Contre X, contre les gens qui les ont donc causé des dommages. Donc c'est encore plus préoccupant. Nous, on est préoccupés quand un partenaire vous appelle pour dire mais je ne vais pas venir. Mais contre X, ça veut dire vous portez plainte contre les organisations de la marche, contre les pouvoirs publics aussi? Contre les organisateurs de la marche violente. Contre l'État aussi qui n'a pas su il s'avérait que l'État n'a pas pu faire son travail, d'abord on appelle à l'État donc de situer tout le monde. C'est aussi l'État qui doit le faire. Et là, nous demandons absolument que les organisateurs de la marche prennent leurs responsabilités et ne pas appeler à violenter ou à agresser. Manifester, c'est un droit. C'est un droit inaliénable. Tout le monde a ce droit-là. Mais attention, manifester pacifiquement, ça c'est ce que nous recommandons. Et alors, pour terminer, au CJD, nous avons dit, notre président a l'habitude de dire, notre parti politique, c'est le Togo. Et notre candidat, c'est le développement. Voilà. On va faire un tour de table parce que nous arrivons déjà à la fin de notre émission. La crise, elle est là, elle est née. Il faut quand même trouver une solution. Mais est-ce que la diaspora peut apporter sa pierre pour la résolution de ce conflit? Est-ce qu'elle peut constituer une voie médiane pour la résolution de la crise au Togo? Je commence avec vous, Olive Ayena. Oui, la diaspora peut faire quelque chose. Là, je vais parler à mon nom personnel, pas au nom de la diaspora. Ce qui me concerne, moi, tel que je vois la chose, et étant un acteur qui s'investit ou bien je suis consultant en résolution de conflits, plus précisément en médiation et en conciliation. Quand il y a une crise comme ça, il faut nécessairement que nous soyons, patients, 2, véridiques. Si la diaspora doit intervenir, il faudrait que le médiateur ou la personne choisie soit le plus impartial possible. C'est d'autant plus difficile parce que d'une manière ou d'une autre, on est lié par soit par la famille, soit par la culture, soit par les intérêts. Voilà. Donc il faut une partialité et il faut nécessairement qu'il rencontre les deux parties. Parce qu'aujourd'hui, la situation est née d'un conflit qui oppose l'opposition au pouvoir. Donc, l'opposition a une certaine responsabilité dans cette histoire, mais le parti au pouvoir aussi a une responsabilité. Donc, faudrait que ce médiateur aille jusqu'au bout dans sa tâche en gardant en tête que l'impartialité
est son outil le plus précieux. C'est ce que j'aurais à dire. On l'espère. Monsieur Gozo, Oui. vous pensez que cette crise pourra connaître son dénouement dans les jours à venir, dans les mois à venir? Vous êtes optimiste plutôt? C'est mon vice-souhait. Parce que ça n'arrange personne. Et je crois que si on a un apaisement souhaité, c'est la base. Et cela peut permettre de renouer avec le processus de développement qu'on a enclenché depuis un certain temps. Et de l'autre côté, pour revenir à ta question, si la diaspora peut permettre à dénouer la situation, je dirais oui et non. Oui, si elle était structurée. Et on sent, ça devait être un poids, comme dans les autres pays. Et non, si elle n'est pas structurée, comment ils vont mettre les acteurs ensemble pour qu'il y ait un vrai débat? C'est-à-dire un débat d'idées, pas débat de personnes et autres là, pour pouvoir résoudre ce problème, pour que nous vaquions librement à nos activités et sans inquiétude, que ce soit pour nous, nos enfants, notre famille et pour tout le monde. Merci. Je vais finir avec vous, Orphée Adam. Oui. Et moi, je reste un éternel optimiste. Et voyez-vous, quand la situation, on l'a dépeint, nous sommes sortis ici, pratiquement les premiers pour dire qu'il faut préserver la paix. Oui. Donc nous continuons dans cette idée-là que oui, en préservant la paix et en appelant plus à un sens de responsabilité dans la modération. Il faut que les gens apprennent la modération. Croyez-moi, il n'y a nulle part où on a fait la démocratie sans les modérer. Si on n'a que des extrémistes, les gens qui sont calés, figés sur leur position, eh bien, on n'avance pas. Et quand on n'avance pas, ça finit par craquer. Donc il nous faut de la modération et il faut surtout un sens aigu des responsabilités pour préserver la paix et aller alors à la négociation, donc autour d'une table comme ici, autour de cette table. Voilà. Merci Orphée Adam. Merci à vous tous d'être passés. Nous arrivons à la fin de notre émission. À vous, fidèles téléspectateurs, ne tombez pas dans les bras de Morphée. Restez éveillés pour la suite de notre programme. Dans un instant, une nouvelle édition de Journal sur votre chaîne.